Bonjour à tous et bienvenue. Donc on démarre de suite avec cette deuxième vidéo sur AngularJS, ce magnifique framework qui permet de développer des applications web et que nous on utilise pour la stack Min, donc Mongo, Express, Angular et Node. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette deuxième vidéo? On va vraiment zoomer sur les contrôleurs AngularJS. Alors quelques rappels pour commencer. Vous vous rappelez que le contrôleur c'est l'élément de base de la couche de traitement de AngularJS. Alors je vous rappelle qu'une application front-end est composée de deux parties, une partie que j'ai appelée l'application et une partie que on appelle la vue. Donc l'application elle va stocker tout ce qui est traitement et données, la vue elle c'est tout ce qui est représentation graphique. Donc le contrôleur clairement il appartient du côté de l'application. C'est un objet JavaScript et cet objet JavaScript, il est en gros associé à un élément de la vue, ici une balise. Mais en fait, on sait que c'est son scope, donc chaque contrôleur a un scope. C'est lui le scope qui va posséder des propriétés, donc c'est lui qui va posséder des datas et des traitements. D'accord? Et c'est ce scope qui est associé avec l'élément de la vue, n'importe quelle balise. Alors à quoi ça sert? C'est que si jamais vous avez ici, dans ce sous-arbre, donc sous la balise qui est définie du contrôleur, si vous avez des templates, eh bien, ces templates vont permettre d'utiliser les informations qui seront contenues dans le scope, ce qui permettra bien sûr d'avoir une énorme richesse lorsque vous allez développer vos applications, parce que vous pouvoir chercher les données qui sont dans le scope, vous allez avoir une grande dynamicité, etc., etc. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me faut rappeler deux, trois petites choses. Comment on code les contrôleurs? Il y a trois étapes. La première étape, c'est de coder le contrôleur lui-même. En fait, on va préciser sa factory. La factory, c'est quoi? C'est une fonction qui va permettre de construire des contrôleurs. Alors, cette factory, on va la ranger dans un module, donc dans l'application, et on va lui donner un nom. Donc ça, c'est le nom, hop, le nom de la factory. Donc, contrôleur, ça veut dire j'ajoute une factory. Premier paramètre, c'est le nom de la factory. Comme ça, du coup, n'importe où dans l'application Angular, je vais pouvoir retrouver cette factory par son petit nom. Et deuxième paramètre, c'est la factory elle-même avec d'abord les paramètres qui vont pouvoir être injectés dans cette factory lorsque je vais l'appeler. Et ici, la fonction elle-même, donc là, c'est vraiment la factory. Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je mets dans le scope une propriété nommée maData et je lui donne la valeur 3. Donc une fois qu'on a défini la factory, il n'y a plus qu'à utiliser, je dirais, cette définition de contrôleur. Et ça se fait dans la vue, en fait. Le contrôleur est construit dans la vue lors de la compilation. Et en fait, pour cela, on va utiliser une directive. Donc c'est cet attribut ici, ngController, qui va permettre de dire à Angular, lorsqu'il va compiler le HTML, écoute, pour cet élément, il faut absolument que tu construises un contrôleur. Et pour construire ce contrôleur, tu vas utiliser la factory qui sera nommée mon contrôleur. Donc une fois que la compilation passe, associé à cette balise dans la vue, on a un contrôleur et son scope qui sont construits dans la mémoire de JavaScript. Une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser du coup le scope. Donc ça se fait, je l'ai dit tout à l'heure, dans les templates qui peuvent être soit des expressions, soit des directives. Et ces templates, elles sont sous le nœud du DOM dans lequel on a construit le contrôleur. Donc là, j'ai mon nœud div du DOM dans lequel j'ai construit le contrôleur. Vous voyez que sous ce nœud, je peux utiliser soit ici une expression, soit ici une directive, et cette expression et cette directive utilisent mon scope, et donc elle utilise la propriété maData. Ici je vais simplement afficher la valeur, et ici je vais dire que si jamais je change la valeur de l'input, eh bien la nouvelle valeur sera stockée dans maData. Voilà, donc c'est assez simple les contrôleurs, et surtout la richesse qu'ils apportent, c'est qu'ils permettent d'avoir une synchronisation bidirectionnelle entre la vue, donc on a d'un côté la vue, de l'autre côté l'application, et grâce au contrôleur, on a une synchronisation bidirectionnelle. Ça veut dire quoi? Si vous changez par exemple la valeur de cet input, hop, la donnée qui est stockée ici a changé. Si au contraire vous changez la donnée qui a été stockée ici, hop, vous pouvez changer automatiquement la vue. C'est ce qui fait la richesse et la simplicité d'Angular. Donc on va de suite regarder un petit peu plus dans le détail comment ça marche, cette synchronisation bidirectionnelle. On va commencer par regarder un sens, c'est le sens vue vers l'application, c'est-à-dire que si jamais je change dans ma vue la valeur de la donnée qui est contenue dans l'application, comment est-ce que se met à jour cette donnée dans le scope? Donc comment ça se met à jour? C'est grâce à une fonction qui s'appelle watch. Donc watch c'est une fonction qui est proposée par le scope. Donc on fera scope.watch, et cette fonction, elle a deux paramètres. Elle va avoir un premier paramètre qui va exprimer quelle partie de la vue on regarde, et un deuxième paramètre qui est la callback qui sera exécutée si jamais cette partie de la vue qu'on regarde a changé. Donc cette fonction, clairement, elle permet au scope d'observer un élément de la vue. Cet élément, il est spécifié par le premier paramètre de la fonction, et elle peut réagir à ces modifications. Cette réaction se fait grâce à la callback qui est ici.
Alors un petit exemple pour rendre les choses beaucoup plus claires, l'exemple que j'ai trouvé le mieux pour présenter cela, c'est celui de la directive ngModel. Cette directive, je suis allé voir son code et clairement elle utilise la fonction watch. Donc je vais vous donner un exemple, cet exemple est très simple, ici j'ai deux balises, donc la balise div avec cette directive ngController. Sous cette balise div, j'ai une balise input avec cette directive, c'est celle-là qui va nous intéresser, ngModel. Et je me suis permis de rajouter un nœud, c'est un nœud JavaScript qui va contenir la valeur, donc la chaîne de caractères qui sera tapée dans le champ input. Donc comment ça marche? Angular va compiler ce HTML. Donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va compiler cette première balise div ngModel. Et on sait ce qu'il va faire. Il va trouver la factory qui est associée à ce contrôleur et il va construire le contrôleur, son scope. Il va exécuter la factory. Du coup, dans notre cas, il va mettre la propriété madata et il lui donne la valeur 3. Et il va faire les liens entre cette balise div et le scope. Et cette balise input, tout ce qui est sous div en fait, cette balise input et le scope. Donc ça, c'est fait. Il a compilé cette balise-là. Maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Il va compiler cette deuxième balise-là. Il va compiler ngModel. Et c'est là qu'il va intervenir watch. Parce que quand il va compiler ça, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un watch. Il va dire, en fait, toi, scope là, auquel je suis lié, tu vas watch, donc tu vas observer. Et tu vas observer quoi? Tu vas observer cette valeur. Et si jamais cette valeur change, tu vas exécuter quoi? Tu vas exécuter cette fonction. Et vous voyez que c'est relativement simple. Il dit en gros, si jamais, donc j'aurais dû faire un test, hein, si jamais la nouvelle valeur est vraiment différente de l'ancienne valeur, alors tu mets à jour, donc scope.madata, tu mets à jour le scope, tu mets à jour la propriété madata qui est dans le scope, et comme valeur, tu mets la nouvelle valeur. Donc si ici, par exemple, j'ai mon petit utilisateur qui est là, tac, tac, ça c'est un petit bonhomme, qui, avec ses petites mains, va changer l'input là, et va mettre 4, et bien du coup, on va utiliser le watch. Le watch va être appelé, donc cette callback va être appelée, et on va voir que ça va être exécuté, et grosso modo, il dira scope madata, ça voit la nouvelle valeur, donc c'est plus 3, c'est 4. Donc vous voyez qu'on a une belle synchronisation, elle n'est pas encore bidirectionnelle, elle est mono-directionnelle, et du coup, c'est une synchronisation qui se fait de la vue vers le scope. Si la vue change, alors le scope va changer. Donc ça se fait par la fonction watch. Donc maintenant, on va s'intéresser de l'autre côté, à l'autre sens de synchronisation. On a la vue, on a app, et si jamais l'app change, on veut que la vue change. Donc là, c'est beaucoup plus simple, ça se fait encore par une fonction, c'est la fonction apply. Donc en fait, l'idée, c'est que le scope, il a une fonction apply qui peut exécuter, et cette fonction, ça prend en paramètre n'importe quelle expression. Et en gros, dans cette expression, on peut mettre des templates, donc ça veut dire soit l'expression qu'on a vue template, soit même les directives. Donc je donne un petit exemple. Hein. Donc là, j'ai, comme tout à l'heure, ma balise div avec la définition du contrôleur. Et je vous passe la construction du contrôleur, du scope et de ma data. Donc tout ça, c'est construit. On a le lien avec la balise et le contrôleur, le lien avec la balise et le scope. Et on a ici ma data. OK. Et là, j'ai une expression, un template. Donc ceci est un template qui va simplement... pour être exécuté, avoir besoin de la valeur madata. Donc dès qu'il a la valeur madata, il s'exécute et il affiche 3 dans la vue. Alors là, on va utiliser apply. Comment? En fait, grosso modo, à un moment donné, donc ça c'est un petit peu caché dans le framework, mais lorsqu'on va construire en gros le contrôleur, on va savoir que par moment, il faut appeler scope.apply. Donc il faut appeler cette fonction apply, donc en gros, exécuter les expressions qui sont dessous. Alors quand il faut les exécuter, je ne vous cache pas qu'il faut les exécuter quand la valeur aura changé. Donc en gros, on a un espèce de lien qui dit que quand watch a changé, tu fais apply, comme ça permet de mettre à jour tous les autres templates qui sont faits. Donc là, la synchronisation, elle va dans quel sens? Elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, c'est quand le scope a des modifications, il applique apply. Il applique ces modifications en réexécutant. Donc là, on réexécute, tac, tac, on réexécute les templates. Et comme la valeur a changé, bien sûr que la vue va se retrouver rafraîchie. Donc là, avec ces deux fonctions, on a une très belle synchronisation bidirectionnelle. Donc j'ai la vue qui est là, j'ai l'application qui est là. Et bien, cette synchronisation, ça se fait avec le watch. Cette synchronisation, ça se fait avec le apply. Alors je vous rassure parce que ces fonctions, vous les utiliserez très rarement. Elles sont dans le framework Angular, mais c'est certainement pas à vous de les utiliser dans un premier temps.
c'est plutôt aux personnes qui font les directives. Hein. Vous avez vu qu'elles sont appliquées lorsqu'on va compiler, lorsqu'on va mettre des templates. Si vous avancez grandement dans votre découverte d'Angular, on verra ça dans les vidéos prochaines, si vous avez envie de développer vos propres directives, il faudra bien sûr coder ces fonctions. Mais je voulais juste vous présenter comment ça marchait et puis que vous ayez un peu plus connaissance de savoir comment se fait cette synchronisation bidirectionnelle. Ça pourra vous servir dans la suite. Alors une deuxième partie qui est très importante sur les contrôleurs, c'est la hiérarchie des contrôleurs. Ça par contre c'est super important et ça va vous permettre d'éviter bien des erreurs. Alors la vue, elle a le droit de créer plusieurs contrôleurs. Alors c'est ce que j'essaye de représenter ici. Donc là j'ai une vue avec, on pourrait mettre une balise, ça c'est une balise div, hop, qui contient une balise div, qui contient une balise div. D'accord? Donc on a ici 3 balises div qui sont contenues les unes dans les autres et chaque balise div va vouloir définir son propre contrôleur. C'est complètement possible, c'est limite même un peu conseillé, ça permet un petit peu de partitionner votre code et de savoir ce qu'on fait à chaque niveau du DOM. Donc alors ce qui est assez intéressant, c'est que les contrôleurs vont suivre la hiérarchie du DOM. Donc ça c'est très intéressant, parce que les contrôleurs qui sont associés à chaque balise vont avoir leur propre hiérarchie et on va suivre la hiérarchie du DOM. Alors c'est surtout important pour les scopes qui vont eux-mêmes suivre cette hiérarchie du scope. Du DOM. Alors voire même ce qui est super important pour les scopes, c'est que la hiérarchie, la signification de cette hiérarchie, elle est semblable à une chaîne de prototypes pour les scopes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici vous avez une expression, tac, tac, ça c'est une expression, un template par exemple, et si vous utilisez une propriété, cette propriété vous allez la chercher à ce scope-là. Si vous ne la trouvez pas, vous allez remonter et la chercher à ce scope-là. Si vous ne la trouvez pas, vous allez la remonter et chercher à ce scope-là. En gros, les expressions qui sont ici bénéficient de toutes les données qui sont stockées dans tous les scopes au-dessus de leur balise. Donc ça c'est vachement intéressant. Alors pour mieux comprendre cela, je suis obligé de faire un petit rappel. Un rappel du cours que j'avais fait sur JavaScript et un rappel sur les prototypes. Et il faut savoir qu'en JavaScript, tous les objets JavaScript ont un prototype, d'accord, qui est lui-même un objet. Et ensuite, il y a deux règles. Il y a la règle 1 qui dit que si un objet n'a pas une propriété, il va demander à son prototype, qui lui-même, s'il ne l'a pas, va demander à son prototype, etc., etc., etc. La règle 2, si on met à jour une propriété dans un objet, d'accord, et que cette propriété n'existe pas dans l'objet, mais qu'elle existe dans son prototype, alors on l'ajoute dans l'objet. Donc en fait, on la copie localement. Donc je vous propose un petit exemple relativement simple. J'ai deux objets, l'objet O qui est ici et l'objet OP pour objet prototype qui est là. Donc on a bien compris, cette grosse flèche ici était relativement visible, que OP c'est le prototype de O. Alors OP a une propriété ici V qui est elle-même un objet. Donc là ici on va mettre un entier pour ça être plus simple. Donc ici on a OP.V par exemple est égal à 3. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais je fais O.V? Je ne l'ai pas O.V. Règle 1, si un objet n'a pas une propriété, il demande à son prototype. Donc du coup il n'a pas la propriété, il va demander à son prototype qui a la propriété. Donc on va retourner 3. Hop, on va chercher son prototype OPV, donc on va retourner toc, toc, 3. Si maintenant je fais OV++, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a d'abord une lecture. Donc, OK, je vais chercher la valeur, 3. Mais ensuite, plus, donc ça me donne 4. Et je l'écris où, ce 4? Règle 2, si on met à jour une propriété définie dans un prototype, on l'ajoute à l'objet. Donc là, du coup, vous voyez, paf, je vais l'ajouter, parce que j'ai rien un petit peu ça, je vais l'ajouter ici. Donc là, ici, je vais avoir le V de O, le V de OP, celui-là vaut 3, celui-là vaut 4. Si maintenant j'appelle O.V, bien sûr que je retourne celui que j'ai. La règle 1 ne s'applique plus, je l'ai maintenant, donc je vais retourner 4. Alors là, c'est très important pour les prototypes, et c'est comme ça que ça marche pour les scopes. Alors voilà, j'ai donné un exemple ici où j'ai 3 scopes, scope 1, scope 2, scope 3. Ici, c'est le plus bas, hein, d'accord. Celui-là a comme prototype celui-là, qui a comme prototype celui-là. Alors, on a les mêmes règles. Si on lit une propriété dans un scope fils et qu'il ne l'a pas, on regarde alors dans son prototype. Ici, scope 1, ma data, il ne l'a pas, hop, c'est dans scope 2, donc il la récupère. Si on modifie une propriété d'un scope parent, elle est recopiée dans le scope fils. Alors ici, scope 1, f égale fonctionne. Donc là, vous voyez, tout simplement, je change la fonction, c'est très simple. Si on modifie une propriété d'un objet du scope parent, on modifie le scope du parent. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Scope 1.o. Hop, scope 1.o. J'ai pas. Donc je vais retourner O, la valeur de O. Mais là, en gros, j'ai une espèce de référence vers O. Maintenant, je fais O.maData égale 1. Donc ici, je fais O.maData égale 1. Donc vous voyez ici,
En gros, je ne recopie pas. C'est un peu bizarre ça. C'est pour ça que je l'ai mis ici, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont dans Angular. Scope 1.o, je suis la règle, donc je récupère le machin, mais après la règle ne s'applique pas parce que je suis sur O, donc je suis plus dans le prototype. O, ma data, oui, bah il est là, c'est bon. On change O du scope 3. Scope et prototype et directive. Alors, ça c'est super important. Il me faut en parler maintenant, même si je ferai une vidéo dédiée aux directives. Les directives peuvent définir leurs propres contrôleurs. Elles peuvent être des contrôleurs des scopes à elles. Ces scopes peuvent s'insérer dans une hiérarchie de contrôleurs ou aussi il est possible qu'ils ne s'insèrent pas dans la hiérarchie. Donc attention de bien connaître la directive, c'est ce que j'essaye de montrer ici avec un schéma. J'ai ici un scope qui appartient à une directive, j'ai ici un autre scope qui appartient à une directive. Ce scope-là joue le jeu, donc ça veut dire qu'il est d'accord pour avoir un lien de prototypage avec la directive qui était juste au-dessus de lui. Mais ce scope-là ne joue pas le jeu, il veut pas de lien de prototypage avec le scope 3. C'est possible lorsqu'on définit une directive, je vous montrerai ça dans un film prochain, c'est possible de dire non, mais moi j'ai mon scope, c'est le mien, et il ne faut pas aller voir le parent. Donc attention, je présenterai ça un peu mieux dans un prochain film, mais déjà soyez au courant que cette règle, c'est la règle de base, mais avec les directives, on peut un petit peu faire ce qu'on veut. Allez, j'ai quasiment fini. Toujours sur cette hiérarchie, il me faut parler maintenant du root scope. Toute application Angular dispose d'un scope racine, le fameux root scope. Celui-ci peut être passé à la factory d'un contrôleur, donc on peut l'utiliser avec le $root_scope, on peut obtenir le root scope. Par contre, attention, c'est fortement déconseillé d'utiliser le root scope. Il est utilisé par Angular, vous pouvez le voir, vous pouvez le lire, mais absolument pas jouer avec, rajouter des choses dedans. Donc là j'ai mon petit schéma qui représente, j'ai ma balise div ici, j'avais une div par exemple et une autre div ici, donc j'ai ma vue avec ces directives qui permettent de définir des contrôleurs. Ces contrôleurs ont été définis. J'ai un lien ici de prototypage qui est fait entre les scopes et le dernier scope, un lien de prototypage avec le fameux root scope. Je l'ai mis en jaune, en golden, notre scope d'or. Donc voilà, tout en haut de la pyramide, on a le root scope qui est fortement utilisé par Angular. J'ai quasiment fini cette vidéo sur les contrôleurs, j'ai décrit les notions principales, plus qu'une, c'est celle des events, vous allez voir c'est très simple et c'est très fort. Donc Angular vous permet d'envoyer et de recevoir des événements, c'est relativement agréable. Donc l'envoi d'événements, vous avez deux fonctions. Vous avez emit avec le nom de l'événement, ça permet d'envoyer un événement vers le parent, vers le scope parent. Broadcast, nom d'événement, vous permettez d'envoyer un événement à tous les enfants. Attention, donc emit vers les parents, en haut, broadcast vers les enfants. Et on peut avoir plusieurs enfants, bien sûr. Vous pouvez recevoir des événements en déclenchant des callbacks. Donc vous avez votre scope, vous utilisez la fonction on, le nom de l'événement, et voilà la callback que vous pouvez faire. Donc ça c'est fortement utilisé si jamais vous voulez récupérer les événements qui sont dans le DOM, des clics ou ce genre de choses, et vous voulez les envoyer vers les autres contrôleurs parce que vous avez fait une belle hiérarchie de contrôleurs dans votre code. Voilà, j'ai terminé. Je fais une petite synthèse sur ces contrôleurs. Donc rappelez-vous que le contrôleur et surtout son scope, c'est la partie centrale de l'application Angular. Mais partie centrale, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire qu'un de contrôleur. Il faut en faire plein en fait. Il faut en faire beaucoup, ça permet de bien partitionner notre code. Je vous ai présenté, c'était très important, le double binding. Donc on a vu que la vue et le scope, la vue et l'application étaient synchronisés, qu'on avait une double synchronisation, grâce à ces deux fonctions, le watch et le apply. On a vu ensuite la hiérarchie dans les scopes, qui est similaire au prototype, avec, attention, certaines directives qui ne sont pas d'accord avec cette règle et qui font un peu ce qu'elles veulent. Et pour finir, on a vu la possibilité d'avoir des événements dans les contrôleurs, dans les scopes même, de pouvoir envoyer les événements qu'on voulait, c'est juste un nom, et de pouvoir s'abonner, de pouvoir recevoir les événements qu'on voulait, et de pouvoir les transmettre vers les parents et vers les fils. Voilà, j'ai fini, on se retrouve très prochainement, il y a d'autres vidéos qui viennent, les directives, les services, les routes, et puis comme ça, vous serez impeccable sur Angular. À très bientôt!